Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et oui, nous avons besoin d'aller vers une énergie décarbonée, avec un mix énergétique assumé, avec une capacité française, d'un savoir-faire français qui est le nucléaire. Parlez, prenez-moi ce mouchoir. Comment ? Ouvrez ce sein, je ne saurais voir. À la pêche. En guerre. Nous sommes en guerre, mais à tous les étages, comme vous le savez, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio. Et au fond, vous savez, on passe toute la journée, et on passe notre émission, on passe dans le parler vrai. Qu'est-ce qu'on a besoin du parler vrai? Parce qu'il y a tellement de gens qui parlent faux. Donc voilà, on essaye effectivement d'être un tout petit peu équilibré dans ce monde opaque. Et nous allons parler effectivement de pêche. Ce qui se passe pour protéger et effectivement légitimement les dauphins, on interdit la pêche. Qu'est-ce que ça veut dire? Le panier de la ménagère, le caddie des Français. Alors là, ça devient intéressant. Ce n'est même plus une espèce de performance. C'est l'ascension du Mont Blanc par la face nord. C'est devenu quelque chose, une aventure, un parcours du combattant. Et du combattant qui doit être assez nanti aujourd'hui. Et on va parler de tout cela et on va recevoir aussi en seconde partie d'émission Jean-François Rault qui va nous parler de cet extraordinaire feuilleton de l'électricité. Vous savez, l'électricité, plus 10%, plus 44% en 2 ans. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien, Jean-François Rault va nous expliquer cela et vous allez voir, c'est passionnant. Mais auparavant, nous allons parler de l'intervention. Nous allons parler, vous savez, on évoque beaucoup la violence quotidienne, les incivilités, la décivilisation dont parlait notre président de la République. Mais quand vous avez, et chacun d'entre nous peut se trouver dans cette situation où quelqu'un est agressé, quelqu'un devant vous, pas quelqu'un que vous connaissez, est agressé. Qu'est-ce qu'on fait? On a vu, et ces incidents, c'est presque devenu quotidien. On réagit, on se terre, on fait quoi? Et on a peur de recevoir, et c'est tout à fait légitime, des coups de couteau, ou même se faire handicaper à vie. Qu'est-ce qu'on fait? Intervention, défense. Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et on en parle avec quelqu'un qui a vécu cela récemment, et qui va nous expliquer ce qui se passe. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkov, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Un fait divers, un fait du quotidien, un fait de société, peu importe les étiquettes. Qu'est-ce qui se passe si dans la rue, dans le métro, dans un bus ou ailleurs, vous voyez quelqu'un en train d'agresser, en train de tabasser, en train de voler ou en train de violer quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on fait? Chacun d'entre nous peut être amené à se poser la question. C'est ce qui est arrivé effectivement à Charles Devassieux, Charles Demassieux, excusez-moi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? Il va raconter son histoire, on va en parler. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Arrive en ville, Daniel Balavoine. Effectivement, quand on arrive en ville, quand certains arrivent en ville, on se demande ce qui peut se passer. Alors, vous savez, on a même parlé de sentiment d'insécurité, mais pas d'insécurité. Bon, aujourd'hui, tout ça a volé en éclats. Quel est le prix à payer quand on s'interpose lors d'une agression? C'est ça la question, et on la pose effectivement à Charles Demassieux. Charles Demassieux, vous êtes auteur, vous voulez vous travaillez sur un site internet effectivement en ce moment. Et vous avez en octobre dernier, très exactement, il vous est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose à une voisine à vous, et vous avez réagi. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé et comment, et d'abord où. Bonjour Monsieur Berkov, tout d'abord merci de me recevoir. En fait, j'avais un projet de longue date d'aller habiter en province avec ma compagne, et nous avons donc acheté une maison dans la Creuse.
Et un matin, au moment où enfin, c'est pas un matin, pardon, c'est un midi, au moment où nous étions autour de la table, j'entends une femme hurler. Et juste après, un homme menacé de mort. Donc je prends peur. La menacée de mort, vous voulez dire ? La menacée de mort. Je l'entends parce que les fenêtres étaient ouvertes, mais je ne vois toujours pas la scène. D'accord. Donc je prends peur et je dis par avance que je prends sur moi un stylo coupe-papier que je garde toujours sur moi parce qu'il se trouve que j'étais agressé 3 fois en région parisienne, dont une fois gravement il y a plusieurs années. Je cours et là je vois une vieille dame terrorisée, plus sa belle-fille et un homme qui tourne autour d'elle en disant de toute façon je vais tous vous tuer. Je vois que l'homme est sérieusement alcoolisé. J'essaye de calmer la situation. Il avait une arme à la main, il avait quelque chose. Il avait sa main en permanence dans sa poche. D'accord. Et ultérieurement, il sortira une arme. Et donc il était dans la cuisine de... Non, il était juste devant la propriété de la dame. Et j'ai appris plus tard qu'il a essayé de s'introduire chez elle. Donc j'arrive, j'essaye maladroitement de prendre le pouls de la vieille dame en lui ordonnant de rentrer chez elle parce que je vois que son cœur bat la chamade. Je vois que sa belle-fille continue à subir les assauts grossiers et violents verbalement de ce monsieur et j'essaye de calmer ce monsieur. À ce moment-là, ça ne lui plaît pas, il commence à m'insulter, à me menacer et il s'approche front contre front. En me disant, de toute façon, j'ai fait de la prison, ce qui s'avérera vrai puisqu'on l'apprendra au tribunal. Je possède je cite, des flingues chez moi. Et là, je panique. Et au moment où il me touche le front, en cherchant vraiment le contact, il veut se battre, il me le demande, il n'arrête pas. Et là, je fais la bêtise, je sors ce coupe-papier et je crois lui blesser la jambe. Et malheureusement, je blesse le bas de l'abdomen. Pas avec l'intention d'enfoncer la lame. J'ai même la lame dans la main, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite partie, mais il se trouve que il a tellement... C'est un stylo coupe-papier, ça. Voilà, c'est un stylo coupe-papier, ça fait moins de 6 cm, hein. C'est pas une arme type cran d'arrêt ou... D'accord. Mais je ne nie pas les faits. Il est effectivement blessé, sûr. Mais de là, il ne s'effondre pas, il continue à avancer. Et là, ma compagne sort de la maison paniquée, elle fonce chez la vieille dame pour voir dans quel état est la vieille dame. Et là, il voit ma compagne passer et je cite, je suis désolé auprès de vos auditeurs, je vais, excusez-moi par avance, la baiser, la violer et ensuite la tuer. Et là, il a une arme dans la main. Et c'est un jeune adolescent qui est avec lui, qui est sorti. Donc, vous avez vu l'arme? Moi, je l'ai distinctement vue. C'est une arme avec une poignée noire. Je peux pas dire ce que c'est comme arme. Par contre, je dois être honnête. Donc, moi, je paniquais, j'appelle la gendarmerie, je dis effectivement aux gendarmes, moi, je vous préviens, s'il rentre chez moi, je vais le tuer là. J'explique la situation, les gendarmes arrivent sur ces entrefaits, ne me clouent absolument pas au sol parce que je me constitue tout de suite prisonnier. Même pas, ils sont très corrects avec moi. Ils me disent retrouvez-moi ce stylo coupe-papier que j'ai jeté dans mon jardin. Je leur remets, je pars en garde à vue. Je dois dire, entre parenthèses, que les gendarmes de la Creuse ont été exceptionnellement gentils avec moi, rassurants, enveloppants même, je le dirais. On dit toujours du mal des forces de l'ordre. Bah là, non, il n'y a pas de mal à dire. Moi, il se trouve que je passe quand même 48 heures en garde à vue. Tout au long de ces 48 heures, je refuse de m'alimenter et de boire le moindre liquide. Pendant 48 heures? Oui, parce que je sais que l'adjudant-chef qui s'occupe de moi avec une adjudante me dit qu'il y a quand même un risque parce que l'homme a été hospitalisé et il a été emmené à Limoges. D'accord. Soyons clairs, il a été héliporté puisque visiblement à Guéret, ils n'ont pas pu le soigner. Mais ses jours ne sont pas en danger. Ça, l'adjudant-chef me le précise parce que je panique complètement. Arrive donc le lundi où je passe devant le juge des libertés qui me dit vous quittez la Creuse immédiatement. Vous devrez pointer toutes les semaines au commissariat, ce qui est tout à fait normal. Moi, je m'y suis d'ailleurs conformé religieusement. Puis, au bout de 3 mois, à l'issue de 3 mois, nous sommes le 10 janvier, j'arrive au tribunal. Et là, je découvre quoi? Je découvre un président du tribunal qui s'appelle monsieur Michael Humbert, qui édulcore tous les faits, qui me dit c'était une querelle de voisins, vous n'aviez pas à vous en mêler. Une querelle de voisins qui rend malade une femme de 83 ans pendant 3 mois. Il a édulcoré le fait qu'il a menacé d'autres personnes. Il me dit il n'a menacé que vous. Mais dans le même temps, j'apprends quand même que ma victime, parce que c'est ma victime, ça je dois le reconnaître, a tout de même été 2 fois en prison pour violence en bande et violence une fois sur une personne qui lui a valu près de 4 ans de prison. À notre époque, il a fait 4 ans de prison, vous voulez dire? Il a d'abord fait un séjour parce qu'il a été pris dans une affaire de bande.
pour violence. Et il a fait un autre séjour en prison d'une durée, je crois, de 4 ans. D'accord. Pour violence sur une personne. Vous imaginez à notre époque, 4 ans de prison ferme pour violence sur personne, je veux même pas savoir dans quel état était la personne. C'est un homme qui a avoué au tribunal être sujet à l'alcool. Sa compagne et son beau-fils ont reconnu qu'il était même violent. Et il avoue quelque chose, il dit je ne travaille pas, ma compagne est aide-soignante, ce qui est un métier d'ailleurs tout à fait honorable, et je fume au moins, il le dit au juge, 7 joints par jour. Moi je m'interroge, 7 joints par jour, plus l'alcool... Comment peut-il se procurer ça? Mais peu importe. Le fait qu'il ait eu une arme a été totalement nié par le juge. Et le juge... et alors, résultat, le juge me condamne alors à 15 mois, dont 3 mois ferme, mais il a ménagé son suspense. C'est-à-dire qu'il me dit, vous êtes condamné à 3 mois ferme. Moi, je panique complètement à ce moment-là. Oui. Et là, il me dit, taisez-vous, de toute façon, ce sera un bracelet. Je dois être honnête, dans le tribunal, j'ai eu un moment de panique et j'ai traité les juges d'assassins qui laissaient une femme être défenestrée à Paris, je pensais à Myriam Knoll, sans faire condamner son agresseur, et moi j'en prenais plein la figure. Mais je n'ai jamais insulté monsieur le juge, attention, hein, j'ai pas fait d'outrage. À part le traité d'assassin quand même. J'ai pas dit lui, j'ai dit les juges en général. Les juges en général. Et là il me dit, mais allez-y, faites appel, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et avec un sourire narquois, moi, j'étais tétanisé. D'ailleurs, ma compagne m'a dit, qui était dans la salle, j'ai pas reconnu ta voix. Je tremblais comme une feuille, hein, parce que j'ai un casier judiciaire vierge. Je sais par des indiscrétions, le juge a signalé que ces 2 faits de violence à propos de ma victime. Je sais par d'autres indiscrétions qu'il a à son actif beaucoup de faits d'armes, si je puis dire, en la matière. Alors, depuis, que s'est-il passé? Eh bien, moi, j'ai fait appel. Vous avez fait appel, oui. Oui, alors sur les conseils de beaucoup d'amis que vous connaissez, dont certains vous les connaissez, j'ai demandé conseil auprès de maître Frédéric Pichon, qui n'était pas initialement mon avocat. Je salue d'ailleurs le travail de mon avocate sur place dans la Creuse, elle a fait avec les moyens du bord. Mais qu'est-ce qui vous a fait? Alors, non mais voilà, et donc vous faites appel, et donc pour le moment, et donc vous êtes sous bracelet électronique? Non, pas du tout, parce qu'un appel en fait annule la peine initiale jusqu'à l'appel. Je tiens juste à dire à préciser un élément, c'est que je ne connaissais pas les gens qui habitaient dans ce hameau, je ne connaissais que la femme qui avait vendu la maison, avec qui nous avions sympathisé. Donc votre voisine, vous la connaissiez pas? Absolument pas. Et depuis, j'ai appris que ce monsieur a menacé à peu près tout le monde, y compris des conseillers municipaux. D'accord. Il ne supporte absolument personne, il a menacé de jeter dans une rivière proche du hameau, la Petite Creuse pour ne pas la nommer, un septuagénaire que je connais bien, qui est un éleveur très gentil. Parce que j'ai appris à connaître les gens, et les langues se sont déliées. C'est quelqu'un d'excessivement violent, qui ne sait pas se contrôler et qui est menaçant à peu près avec tout le monde. Et ce qu'il en ressort, c'est que moi, je ne viens pas ici à Sud Radio pour cancaner et jouer les fiers à bras. Je regrette infiniment mon geste, comme je l'ai dit au tribunal. Je ne pensais pas viser l'abdomen. Je le dis sincèrement, je voulais juste viser la jambe. Oui. Mais cet homme m'a effrayé. Alors, vous savez que, quand même, que vous sachiez, je ne sais pas si vous le savez, Charles de Massieu, mais le juge, là, qui vous a... Monsieur Imbert, oui. Monsieur Imbert, est menacé de mort, a lui-même porté plainte, c'est pas vous, bien sûr, pas contre vous, mais il a été menacé de mort. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, ça? Alors, tout d'abord, les menaces de mort, moi, je commence à en avoir assez, parce que si c'est le recours habituel, on va tous se menacer de mort, on ne fera plus, on n'aura plus de lien. C'est tout à fait ridicule. Je le condamne. Je condamne les menaces de mort à l'égard du président du tribunal de Guéret, monsieur Michael Imbert. Je crois pas que ce soit sur ce terrain-là qu'on avancera de toute façon. Alors justement, mais alors sur le fond, je voudrais finir là-dessus, Charles, mais c'était très important que c'est quelque chose qui se passe, je dirais hélas, je dirais pas quotidiennement, mais de façon très récurrente en France. Et nous avons vu des gens qui ont eu des problèmes parce qu'ils se sont interposés dans telle ou telle agression et ça leur a joué des tours. Est-ce que vous pensez, vous avez réagi immédiatement, vous vous êtes dit voilà, j'entends des cris, je vais voir ce qui se passe et vous réagissez. Est-ce que vous pensez que c'est un problème
parce que personne ne peut dicter, y compris moi, y compris tout le monde, comment on réagirait si on voyait ça devant nous. Et vous pensez qu'il y a un problème là-dessus, il y a un vrai problème de cette violence. Est-ce qu'elle vraiment est exponentielle? Est-ce qu'elle a explosé? Il n'y a plus aucun filtre. Jadis, il y avait de la violence, ne nous mentons pas. On peut parler des Apaches au 19e siècle, début 20e siècle. Mais c'était une violence, la violence de Jacques Messrine, par exemple. Mais c'était une violence qui ne s'adressait pas, par exemple, à une femme enceinte. Combien de fois dans la presse régionale lisons-nous qu'une femme enceinte a été agressée, qu'une femme âgée, même des enfants. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une décomplexion dans la violence. Mais d'un autre côté, il y a une tentative de castration judiciaire des personnes qui veulent intervenir. Je veux dire, bien sûr que je ne suis pas fier de mon geste, mais que se serait-il passé si cette dame de 83 ans ou sa belle-fille avait été tuée? Sa belle-fille a réitéré, je l'ai rencontrée à nouveau, elle m'a dit, on voyait dans son regard l'envie de tuer. Je veux dire, il y avait une tentation homicide. Moi, j'ai jamais eu la tentation homicide sur une femme de 83 ans. En fait, quand on voit ce genre de réaction, etc., y compris judiciaire, les gens se disent, oh là là, moi je vais pas m'en mêler. Exactement. Comme ça, oui, c'est terrible ce qui arrive, mais tant que ça m'arrive pas à moi, je vais pas m'en mêler. Vous vous souvenez de l'affaire de Lille? Cette jeune fille, aux heures de pointe dans le métro de Lille, se fait sexuellement agresser. Elle dira plus tard en larmes, je crois que c'est à une radio d'ailleurs, qu'il y avait des hommes dans la rame qui étaient des armoires à glace. Ils ne sont pas intervenus. Et ça, c'est quand même, c'est très, toute sa situation est préoccupante. Et effectivement, s'il y a, comme vous dites, je ne dirais pas castration judiciaire, mais quand même, il faut savoir qui est la victime et qui est le bourreau d'un côté. Je parle de la vieille dame, bien sûr, mais c'est vrai que le problème, c'est comment réagir à ça et comment faire que les personnes qui s'interposent, même effectivement, comme dans le cas violemment, mais ne soient pas traitées plus mal, parce que à quoi était-il? Alors, est-ce qu'il a été condamné, votre... Alors, il a eu, si ma mémoire est bonne, 105 heures de travaux d'intérêt général. D'accord. Par contre, moi, j'ai oublié de vous préciser, Monsieur Berkoff, j'ai 3500 € d'amende à lui verser. Donc, en fait... Et lui, il a une amende? Rien non. Du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il a une amende minimale à verser à la famille de la dame âgée. De combien, vous ne savez pas? C'est autour de 38 €, je crois. D'accord. 68 €. 68 €. 68, oui. ah merci, voilà, j'avais pas le chiffre exact, je vous remercie. Par contre, moi, je vais verser 3500 € à quelqu'un qui avoue fumer tous les jours du hashish, donc je vais verser de l'argent, je suis dit, en parlant ironiquement, je vais verser de l'argent au trafic, quoi. En tout cas, merci Charles Merci Massieu, infiniment à vous. merci de votre témoignage. Je crois qu'il y a en tout cas un vrai problème qui est posé là-dessus. Encore une fois, sans prendre parti, mais sans renvoyer dos à dos les acteurs de cette histoire. On ne peut pas effectivement avoir deux poids deux mesures comme on l'a trop souvent aujourd'hui. Et puis si cette histoire vous fait réagir, n'hésitez pas, 0826 300 300, on prend tous vos témoignages. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio après cette courte pause. On va parler du prix du panier de courses qui ne cesse d'augmenter. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Je vais faire mes courses, mais comment je fais quand le panier de courses moyen augmente de plus de 20% en 2 ans? Comment je fais? Ah bon? Eh ben, on va vous expliquer comment ça se passe. Ça s'appelle le pouvoir d'achat. Et comme disent les autres, tout va bien, hein, ça sent si bon la France. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Dassin, mais ça c'était le monde d'avant, tous les matins, le petit pain au chocolat, mais quand on arrive au pain au lait pasquier, vous savez, évolution sur 2 ans au pain au lait pasquier, plus 27,5%. Et le pain demi-harisse sans croûte et sans additifs, plus 26,9%, tout ça en 2 ans. Le Parisien a fait l'enquête, alors c'est absolument passionnant, je ne vais pas vous faire tout l'inventaire. On va parler des produits quand même qui sont des produits de première nécessité, ou en tout cas des produits courants. Hein, on va pas parler du caviar, vous inquiétez pas, du champagne, ou non. On va parler par exemple du beurre doux président. En 2 ans,
plus 41,9%, plus 42% le beurre doux. Et le papier toilette Lotus Confort Aquatube, plus 33,3%. Ah, et donc, ça devient cher, hein, de se nettoyer. Et les yaourts nature Danone, plus 32,9%. L'huile de tournesol, hein, c'est pas l'huile d'olive prix du Piémont, plus 29,6%, etc., etc. Je ne parle pas du lait vitaminé Candia, 26% de plus. Haricots verts Bonduel, 23,1%. Biscuits Petit Écolier Lu, les biscuits Lu, 22,1%, etc., etc. Mais dites-moi, et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle sauvegarder le pouvoir d'achat des Français, ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, justement, on a voulu en parler avec Pascal Delima. Bonjour Pascal Delima, vous êtes économiste. Alors dites-moi, c'est quand même un suivi en 2 ans. Alors on parle, on dit oui, c'est vrai, pouvoir d'achat, mais nous... Alors on entend toujours les presses qui nous gouvernent, qu'ils soient de gauche ou de droite. D'ailleurs, non, nous préservons le pouvoir d'achat. Et puis ça flambe. Et ce qui est extraordinaire, nous ne parlons pas du prix de l'électricité, nous allons en parler plus tard sur l'électricité avec Jean-François Roux. Mais parlons des produits du caddie, du fameux caddie de la ménagère. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en fait, il y a l'économie de la communication où effectivement on utilise des indicateurs économiques pour l'ensemble de la société. Puis il y a la réalité vécue par les Français et en particulier la classe moyenne et évidemment en particulier ceux qui gagnent le moins de revenus. Où là on sort des moyennes, si vous voulez. Donc en réalité, on explique à travers de la communication des choses qui sont plutôt pas mal. Mais en réalité, quand on se centre sur certaines catégories de la population, ceux qui souffrent, ceux qui ont la propension à consommer des biens alimentaires la plus élevée, ceux qui se déplacent beaucoup, etc., on constate qu'il y a un problème, ça correspond pas avec ce qui est dit, quoi. Mais alors, dites-moi, ça ne correspond pas à ce qui est dit, mais les gens, et les millions de Français, et les dizaines de millions de Français qui vont faire leurs achats, dans les supermarchés ou dans les épiceries, ils le sentent, eux. Ah, ils le sentent clairement, bien sûr, parce que dans cette amélioration de l'inflation alimentaire, comme on le dit, parce qu'il y a un ralentissement de l'inflation alimentaire, il y a certaines catégories de biens, et en particulier les biens de première nécessité, qui ne rentrent pas dans ces moyennes globales non plus. Donc il y a certaines catégories qui ne rentrent pas dans ces moyennes globales, et il y a certains produits, les biens de première nécessité, qui ont explosé, comme vous l'avez dit, depuis 2 ans, pour plein de raisons. Mais alors, justement, on va parler des raisons, mais qui décide de te faire entrer dans la moyenne ou pas tel ou tel produit? C'est les instituts statistiques, hein, évidemment. Et on joue avec, hein. Ils n'ont pas complètement tort parce que c'est la construction même de la statistique et donc c'est une sorte c'est ce qu'on appelle les paradigmes du scientifique, quoi. Vous savez ce que disait Churchill, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées. Exactement. Mais c'est le sujet. Ouais. Mais alors justement, comment il se fait, comment font les gens? Alors on se dit oui, écoutez. Alors est-ce que d'après ce que vous êtes, les gens se restreignent, les gens ils font. Alors ils font quelque chose. Oui, allez-y. Aujourd'hui, il y a clairement les Français se restreignent, premièrement. Deuxièmement, ils font jouer beaucoup plus de magasins qu'avant. Troisièmement, ils font beaucoup plus de cartes par magasins. Vous voulez dire ils vont prendre des produits, les beurres ici, voilà, le lait est là, etc. Les épiceries locales, des fois, offrent des petites choses intéressantes aussi. Donc, alors, il faut pas passer son temps non plus à faire les courses, hein. Bien sûr. Mais il y a un arbitrage constant. Voilà, il y a un arbitrage sur tout. Il y a un peu plus d'internet aussi. Attention à l'internet, parce que parfois c'est plus cher aussi, mais ils essaie d'arbitrer entre l'internet, les déplacements physiques, certains magasins, et puis malheureusement moins consommé basiquement, quoi. Et c'est terrible ce qu'on observe. Parce que Pascal Delima, sans revenir aux rues Tabaga d'après la Libération, ou même pendant l'occupation chez certains, il y en a qui ne mangent plus que certaines pâtes, ils se restreignent. Il y a certains aliments qui ne touchent plus. Beaucoup moins de viande qu'avant, on le constate. De la déconsommation, on consomme de moins en moins. Et puis cette inflation, faut-il le rappeler, n'avait jamais été connue sur les produits de première nécessité depuis les années 80. On avait même connu des fortes baisses des prix. Depuis 40 ans, c'est l'arrivée du hard discount, etc. Donc l'idée, c'était quand même de consommer pas cher. Et là, on est subjugué par ce qui se passe. Alors, on peut s'adapter un petit peu, mais pas non plus totalement. Donc, on l'a subi, les Français, plutôt ceux qui perçoivent le moins de revenus, évidemment, il faut toujours nuancer les choses, la subissent de plein fouet, parce que c'est une part dans leur consommation qui est très élevée et qui est
incompressible. On ne va pas se priver de manger, évidemment. Bien sûr, mais alors justement, Pascal Delima, est-ce qu'on peut dire cette fameuse inflation dont tout le monde parle, ok, hausse du prix de l'énergie et des matières premières, ça on le sait, on en a suffisamment parlé, mais est-ce qu'il n'y a pas certaines marques qui auraient profité du contexte pour faire des marges importantes? Cupidité à tous les étages. Cupidité, bon, c'est un grand sujet, évidemment qu'il y a toujours, malheureusement, je vais pas dire le contraire. Maintenant, quand on regarde les marges de la grande distribution, on voit des marges souvent autour de 1%, donc des marges très très faibles quand même. Et quand on regarde les marges alors j'accuse personne, moi, il faudrait voir dans les détails le modèle et tout ça, mais quand on voit les marges des gros industriels, on a des marges qui peuvent exploser jusqu'à 25-30%. Donc qui en profite, je ne sais pas. Moi, je veux pas dire que tout est la faute de la grande distribution. Non, bien sûr. Les gros, voilà. Oui, alors, et puis il y a l'agroalimentaire. Vous allez écouter, c'est très très intéressant, sur CNews, un agriculteur, Philippe Grégoire, expliquer, en tout cas donner son sentiment. Écoutez. Et après, si vous voulez aussi, faut aller retravailler la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'entre le départ de l'exploitation et l'arrivée dans la grande surface, sur un caddie de 100 €, il revient que 6,50 € à l'agriculteur. Donc entre les deux, il y a des petites souris qui s'appellent l'industrie agroalimentaire. N'oubliez jamais qu'un agriculteur ne fait pas sa facture. C'est l'industrie agroalimentaire qui fait la facture. Un agriculteur ne fait pas sa facture. Juste les viticulteurs, certains corps de métier font leur facture. Certains céréaliers qui stockent ou certains viticulteurs. Mais pour le gros des troupes, l'agriculteur ne fait pas sa facture. Intéressant ça. L'agriculteur ne fait pas ça. Vous savez ce qui se passe, évidemment, tout le monde en parle de ce qui se passe dans l'agriculture. Regardez en France, regardez en Allemagne. C'est devenu un phénomène de masse, c'est un mouvement très très important. Oui. Et quand il dit sur un panier de 100 €, l'agriculteur se fait 6,5 €, il y a quand même un problème là. C'est un problème, on connaît le problème des agriculteurs depuis très très longtemps, il faudrait les intégrer dans les discussions avec l'industrie agroalimentaire et la grande distribution, en tripartite tout simplement, ce qui n'a jamais été fait. Ce serait tellement simple de comprendre ce que vient de dire ce monsieur, si vous voulez. Si on l'exclut des discussions, ça pose un problème. Maintenant... Et on n'exclut pas des discussions les gros agriculteurs. Tout à fait, voilà. Absolument, parce qu'il y a aussi une inégalité à l'intérieur du secteur agricole entre les grandes fermes, entre les grandes industries, enfin les grandes fermes, et puis d'un autre côté les petits agriculteurs où là aussi il y a de quoi avancer en termes d'inégalité. Mais indiscutablement, la politique agricole commune a une certaine inefficacité, c'est évident, et c'est bien triste parce qu'on voulait nourrir l'ensemble de l'Europe avec des beaux principes, mutualisants de redistribution de richesses top-down comme on dit, et malheureusement ce qui se passe, c'est qu'on voit s'accroître les inégalités, des agriculteurs qui souffrent. Aujourd'hui, il y a des revendications sociales. On sait très bien que finalement le prix qui leur revient est très très faible. Et puis côté industrie agroalimentaire, n'oublions pas aussi le cours des matières premières qui a explosé. Bien sûr. Parce que le cours des matières premières, malheureusement, l'industrie agroalimentaire le subit aussi. Et là, ça c'est le jeu des marchés internationaux, c'est le jeu de la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de choses. Le verdissement de l'industrie agroalimentaire coûte cher aussi. Voilà, et le réchauffement climatique, c'est pas la faute de la grande distribution, donc vous avez tout à fait raison, mais on pourrait se poser des questions sur le réchauffement climatique, sur tout cela, quoi. C'est-à-dire sur cette espèce de doxa qui consiste à dire, voilà, il faut tout faire, il faut se sacrifier, il faut tout sacrifier pour la planète, oui, mais quelle planète et qui pollue vraiment? Enfin, on revient à une autre discussion là-dessus, bien sûr. Oui, c'est un sous-sujet tout à fait exact des problèmes que vivent aujourd'hui les industries en général. Mais en fait, juste un mot et pour terminer, Pascal Delima, vous croyez que franchement, comment feront, je ne sais pas, personne ne souhaite ni des révoltes, ni des jacqueries, comme on dit, mais enfin, oui, vieux terme, mais intéressant par rapport à 1789. Non mais, comment vont faire les gens, franchement? Quand ça arrive à ce qu'on a dit, les plus 40%, plus 25%, ils vont faire comment? Les gens qui gagnent 2000 €, 1500 €, etc., ils font comment? Alors, premièrement, la réponse la plus simple, c'est des interventions aussi du gouvernement. Le chèque alimentaire, il existe. Le suivi par le gouvernement des prix, de la transparence des prix au niveau de la grande distribution. Bon, il a un rôle, l'État aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est indiscutablement la sobriété alimentaire. On parle de sobriété énergétique. Je viens de penser à l'instant la sobriété alimentaire. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, finalement, on peut aussi rationaliser quand même beaucoup de choses et on peut être optimiste de ce côté-là à travers des comportements qu'on a décrits tout à l'heure.
Et puis troisièmement, il faut se battre pour les salaires. Se battre sur les salaires aussi. On oublie souvent cet aspect-là, se battre sur sa vie personnelle, ses trajectoires, enrichir ses métiers avec les nouvelles technologies qui arrivent pour basculer dans cette nouvelle transformation économique et numérique où les salaires vont être plus élevés aussi. Et donc, quelque part, tout miser sur la qualification des jeunes. C'est aussi un élément peut-être de long terme, plus que là aujourd'hui la préoccupation de demain matin, mais c'est un aspect quand même important. C'est vrai, sauf que Pascal Delima, en attendant, il y aura une prolétarisation accentuée de la classe moyenne. Vous savez très bien que la petite classe moyenne est en train de se paupériser. Tout à fait. Donc, gros problème. Tout à fait. Nous passons d'une société en système de montgolfière à un système en sablier, avec effectivement une classe moyenne qui souffre davantage. Il faut justement faire émerger les emplois de demain pour que ça redevienne une montgolfière avec une classe moyenne forte. Voilà. Il ne faut pas qu'on s'enterre dans le sablier, dans le sable du sablier. Merci Pascal Delima. Merci à vous, merci Paul. Merci Pascal Delima d'avoir été avec nous. Tiens, on parlait des agriculteurs, on va parler des pêcheurs dans un instant pour les perles, les huées, les bravos d'André Berkoff. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Vaut-il mieux traiter les dauphins que les pêcheurs ou les pêcheurs que les dauphins? En fait, cette question ne devrait pas se poser. Eh bien, elle se pose. Écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Les moules aussi, dans le panier de la ménagère, dans le caddie, elles ont bien augmenté. Mais là, il ne s'agit pas de moules. Là, il s'agit de dauphins. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, 450 bateaux français vont devoir rester à quai pendant 1 mois pour préserver les dauphins dans une vaste zone allant du Finistère au Pays Basque. Oui, c'est l'Atlantique, c'est du Finistère au Pays Basque, ça fait un sacré paquet de kilomètres. Alors, interruption d'activité qui sera en partie indemnisée par l'État, mais qui risque de faire grimper les prix sur les étals. Pourquoi? Parce que pour la première fois, effectivement, on savait qu'il y avait des décès de petits cétacés, de petits dauphins, qui étaient pris accidentellement dans les filets, et évidemment, ça réduisait beaucoup, la présence des dauphins dans l'océan, etc. En même temps, alors une première, les ONG environnementales, les ONG écologistes ont beaucoup fait pression là-dessus, et puis ça s'est fait, pendant 1 mois là. Alors évidemment, protestation véhémente du Comité national des pêches qui dit c'est ONG extrémiste défendant une espèce. Alors le Comité national des pêches disent non, il n'y a pas de danger, il n'est pas le dauphin en danger dans le secteur. C'est aberrant de stopper des entreprises comme ça pendant 1 mois. Et effectivement, il y a, vous savez, il y a beaucoup de pêcheurs qui ont pour acheter leur bateau, ont emprunté, ont des prêts. Ça va être au moins 10 000 à 15 000 euros de manque à gagner, disent-ils, et beaucoup plus d'ailleurs, certains. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et c'est très compliqué. Et on voit effectivement les conflits d'intérêts, mais au vrai sens du terme, entre effectivement des écologistes et des partisans de l'environnement qui ne veulent pas, et c'est très légitime que les dauphins disparaissent, en tout cas sur la côte atlantique, mais il faudra aller pêcher, mais pour les pêcheurs, il faudra aller pêcher ailleurs, et ça coûtera beaucoup plus cher, l'inflation, on vient d'en parler, et c'est quand même assez grave. Et je me dis, au fond, c'est véritablement là qu'il faut voir et qu'on aimerait avoir un audit, effectivement. Combien ça coûte, évidemment, à un pêcheur d'arrêter pendant 1 mois ou de se fournir ailleurs dans d'autres mers, ce qui n'est pas évident. Combien véritablement de dauphins, qu'est-ce qu'on a pu constater depuis quelques années? Et là, pourquoi j'en parle? Parce que les chiffres sont totalement contradictoires. Selon que vous soyez du côté des pêcheurs, selon que vous soyez du côté des dauphins. Alors, le gouvernement dit très bien, on va accompagner effectivement la filière, on va activer des mesures chômage partiel, etc. Oui, mais si ça se répercute, et surtout si ça se répète, parce que là on arrête pendant 1 mois, mais demain il va y avoir plus de pression, il va dire non, il faut arrêter beaucoup plus de temps, les dauphins sont véritablement en danger, etc.
Et moi, ce qui me frappe, c'est que, au fond, ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, mais dans tous les médias, sur Internet et ailleurs, faites-nous un audit. Vous savez, on peut écouter, on peut voir, on peut lire. Pourquoi ça se passe effectivement comme ça, où on apprend que les pêcheurs vont être au chômage pendant 1 mois, même s'ils vont être indemnisés, et bien indemnisés. Qu'est-ce qui se passe avec le dauphin? Qui a fait appel? Qui a fait pression? Mais dites-le, montrez-le. Et ça, franchement, ce n'est pas une information. Ça nous intéresse beaucoup plus que les frasques des héritiers d'Alain Delon ou des frasques de Gérard Depardieu. Mais parlez-nous-en. C'est quand même, d'un côté, une espèce animale qui peut disparaître, apparemment, et d'un autre côté, des pêcheurs qui, déjà, franchement, ne roulent pas sur l'or et qui vont être encore moins dotés et encore moins lotis. Dites-le nous un peu de franchise. Est-ce que c'est quelque chose d'hallucinant à demander dans tous les domaines et qu'on ne joue pas à l'enfumage et à circuler et à rien avoir? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jeux olympiques, et oui, ils arrivent, les Jeux olympiques, ils arrivent, et comme Zorro, ils vont arriver, effectivement, sans se presser, juillet, août, bientôt. Alors voilà, la France capitale, la France Paris capitale, et la France, effectivement, le siège des Jeux olympiques 2024. Alors, tout ça est très bien, et puis, des journalistes, et je le disais toujours, jamais généralisé. Il y a beaucoup de journalistes partout qui font des enquêtes, qui font très bien leur boulot. Et encore une fois, ne jetons pas le bébé journaliste avec l'eau du bain de la doxa médiatique. Un journaliste de CNews s'est rendu dans un magasin qui vend les produits officiels des JO de 2024 de Paris. Voilà. Donc, vous savez qu'on parle beaucoup de réarmement industriel, pas seulement de réarmement de la fertilité ou de réarmement démocratique. Non, le réarmement industriel. Et il s'est aperçu de quoi? Il s'est aperçu que pas un vêtement officiel sous licence Paris 2024 n'est produit en France. Pas un seul. Pas un seul. Il a fait des magasins, il a regardé, absolument pas un vêtement, vous savez, des t-shirts, des gilets, des doudounes, je ne sais pas, enfin doudounes en juillet-août, non, mais des gilets, pas. Il a regardé partout. Eh bien, c'est quoi? Alors, c'est très simple, c'est Chine, c'est Bangladesh, c'est Turquie, c'est Maroc, c'est Égypte. Vous allez me dire, oui, mais attendez, on le sait, quand vous allez dans les magasins de vêtements, les 4/5 sont faits là. Oui, mais on aurait pu peut-être, mais vous savez, c'est une espèce d'utopie, je suis d'une naïveté confondante, on aurait pu penser que peut-être, pour les Jeux olympiques, on aurait peut-être essayé de favoriser la Made in France. On nous parle du matin au soir, fabriquons français, vendons français, Made in France et Made in France. On pensait que pour les Jeux olympiques, ça allait se passer comme ça. Pas du tout, non. Chine, Bangladesh, Turquie, Maroc, Égypte, etc., etc., etc. Voilà. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, faussement communicant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Ouvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Tartuffe, vous avez reconnu. Cachez ce sein ou couvrez ce sein que je ne saurais voir. Tartuffe est bien portant et habite aujourd'hui le Parlement de Bruxelles. Et oui, le fameux Parlement européen, ces députés qui sont censés nous représenter. Vous savez, il y a eu un amendement sur le vote, effectivement, sur le vote qu'il y a eu très récemment sur l'affaire des Pfizer, les contrats, sur les vaccins, etc., etc. Il y a eu un amendement qui a été proposé par certains, inviter la médiatrice à continuer d'exhorter la Commission à publier immédiatement les contrats non expurgés liés à l'achat de vaccins contre la Covid-19. Parce que vous savez, on en a suffisamment parlé ici à Berkov dans tous ces États et ailleurs, que d'abord, on ne connaît pas, à l'heure où je vous parle, on ne connaît pas la totalité des contrats non expurgés, la totalité des contrats entre l'Union européenne et Pfizer et les laboratoires pharmaceutiques. On ne les connaît pas. On connaît un peu en Afrique du Sud, il y a eu des fuites, je ne sais pas, peut-être en Amérique du Sud, mais pour l'Union européenne, et je ne vous rappellerai pas les 40 milliards qui ont été dépensés pour acheter 10 doses par habitant européen. Et puis,
je ne vous rappellerai pas aussi les fameux échanges de SMS entre Albert Bourla, le PDG de Pfizer, et Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Eh bien, circulez, il n'y a rien à voir. Cachez-moi ce contrat que je ne saurais voir. Cachez-moi ces SMS que je ne saurais voir. Et alors, c'est très intéressant de savoir, il y a eu un vote. Et qui a voté contre? Qui a voté contre la transparence? Absolument. C'est-à-dire, ils ont voté un certain nombre de députés, alors certains ont voté pour, mais la majorité très nette, a voté contre l'amendement invitant la médiatrice à continuer d'exhorter la commission, etc. Contre. Alors, qui y a dedans? Alors, il y avait François-Xavier Bellamy, il a dit qu'il s'était trompé, il a corrigé son vote. En tout cas, il l'a affirmé. Mais en même temps, vous voyez, dans le PPE, il y avait Brice Hortefeux, il y a Laurent Saillet qui ont voté contre la transparence. Voilà. Et il y a, par exemple, aussi Bernard Guetta, par exemple, Nathalie Loiseau qui donne des leçons de morale du matin au soir et du soir au matin. Hein, notre députée européenne Nathalie Loiseau, qui a voté contre la transparence et contre l'exposition des contrats. C'est pas beau ça? C'est pas beau faire la morale? Et alors aussi, Raphaël Glucksmann, le socialiste, enfin sur la liste du Parti socialiste, et la Routurou. Ah non. Pourquoi? Alors on fait là aussi leçon de morale du matin au soir, leçon de morale surtout sur les pelés, les galeux d'où nous viennent tout le mal. Mais alors, quand il s'agit de voter un texte de transparence, parce qu'ils sont là pour ça, parce qu'ils sont payés pour ça, parce qu'ils font le job pour ça, ah non, on vote contre la transparence. Voilà, je vous l'ai dit, et je pourrais citer les autres, mais enfin, Hortefeux, Saillet, Glucksmann, Larouturou, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta. Mais dites-moi, on voudrait savoir, vous êtes des gens quand même de bon aloi. Pourquoi vous avez peur des contrats? Vous n'avez aucun intérêt là-dedans. Donc pourquoi vous votez contre? Pourquoi vous votez contre? Vraiment, c'est une question. D'ailleurs, on serait ravis de vous recevoir. Vraiment, c'est un appel que je vous lance. Venez nous dire, ici, à Sud Radio, pourquoi vous avez voté contre cet amendement. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h. On sera avec Jean-François Roux pour parler d'électricité. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai arrive dans le joyau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dès le 29 janvier, Sud Radio Parlons Vrai arrive à Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkoff, vous recevez Jean-François Roux, ancien directeur de l'Union française de l'électricité. Bonjour à vous. Bonjour. Jean-François Roux, alors c'est intéressant. Nous avons appris cette nouvelle assez triomphale que le prix de l'électricité va n'augmenter que 8,8%, 8,9%. Mais vous voyez, contrairement aux esprits chagrins qui pensaient que l'augmentation serait de 10%. Vous voyez, toujours des grincheux, pessimistes. Non, ce sera que de 10%. En revanche, ça fait depuis 2 ans que ça a augmenté de 44%. Mais vous, ce que vous dites, Jean-François Roux, je rappelle que vous avez fait partie longtemps de l'équipe de direction de EDF, Électricité de France, et vous avez été directeur général de l'Union française d'électricité. Et vraiment, cette électricité, ce qui se passe depuis des années, on est absolument abasourdi de voir qu'on apprend, nous, Hurons, on découvre que voilà, les prix s'envolent, les prix baissent. Qu'est-ce qui se passe? Indexé sur quoi? Indexé sur qui? Alors voilà, on va essayer avec vous d'apporter un peu de clarté dans cette clairière. Au fond, et aujourd'hui, ces prix, ces hausses de prix, ça correspond à quoi? Et ça part d'où? Alors Bonjour. Celle d'hier annoncée par le maire est simplement le retour à des taxes sur l'électricité normale. Les taxes sur l'électricité sont quand même une vache à lait puisqu'elles représentent un tiers du prix payé par le consommateur. Donc en gros, un consommateur tarif de base paye 3 000 € par an pour une consommation estimée, enfin peu importe la référence, oui. Il paye un tiers de taxes. Bon, et donc c'est 1 000 € vont à l'État. Voilà, en gros sur toutes les taxes. Entre les taxes de ceci, alors il y a celle dont on parle, dont le maire parlait hier, évidemment, qui est la TI, enfin l'ACIS maintenant,
qui a changé de nom, qui est plus faible, qui fait pas un tiers. Bon. L'intérêt d'augmenter les taxes pour le maire, c'est que tout le monde paye. Alors, il n'y a pas que les tarifs réglementés de vente, c'est payé sur l'énergie. Donc, c'est une taxe qui ne porte pas uniquement sur les clients d'EDF, ça porte sur tous les clients, qu'ils soient EDF ou aux fournisseurs. Voilà. Donc, en gros, la concurrence, c'est 30%, à vue d'œil. D'accord. Donc, si vous voulez, le maire, alors, d'où ça vient? C'est pas une augmentation des taxes, c'est un retour au montant antérieur des taxes. Alors, qui était de combien? Alors, en gros, si vous voulez, l'assise est passée de 32 à moins de 1. C'est ce qu'on a c'est ce qu'on a appelé le bouclier tarifaire. D'accord. C'est-à-dire que l'État a baissé les taxes sur l'électricité pour constituer le bouclier tarifaire. En gros, l'État a demandé aux contribuables de subventionner le consommateur d'électricité, pour parler très clair. Bon. Donc, si vous voulez, le jeu des taxes est complètement... Et le jeu des taxes par l'État est indépendant du jeu du marché et de la hausse des prix qu'on a connue. C'est très important, parce que... Mais le contribuable, c'est le consommateur. Enfin, le contribuable et le consommateur... Enfin, non, sauf que tout le monde consomme. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne payent pas d'impôts, excusez-moi. Oui. Non, c'est vrai. Bon, donc, si vous voulez, le transfert n'était pas neutre. Et puis, il n'était pas neutre, surtout sur le plan fiscal pour l'État, qui est quand même endetté. Le quoi qu'il en coûte commençait à faire tousser Bruxelles, etc., etc. Et si vous voulez, le quoi qu'il en coûte en électricité a coûté très cher. Enfin, c'est plusieurs milliards d'euros qui sont partis, qui ont subventionné. Mais malgré ça, la hausse des prix, on y reviendra sans doute, a fait des dégâts. Bon. Mais c'était un effort. Tous les États européens ont fait un effort en faveur d'un consommateur en jouant sur les taxes. Donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc si moi j'avais été Bruno Le Maire, j'aurais eu une communication tout autre, qui était simplement de dire l'État a fait un effort en baissant sa taxe de 30 à 1 ou peu importe, et on remet au niveau après parce que les finances publiques ne le supportent pas. Bon, il faut pas oublier non plus que les taxes, pour sortir de ce problème de taxes, que les taxes sur le pétrole vont baisser. Non pas vont baisser en niveau, mais vont baisser en revenus, parce que les consommations fossiles devraient baisser dans les années qui viennent, et que c'est une énorme ressource pour l'État. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est une énorme ressource et qu'il faut le compenser. Bon. Donc la transition énergétique, c'est moins de taxes sur les fossiles et plus de taxes sur l'électricité. Ce qui est complètement paradoxal dans ce qu'a annoncé le maire hier, c'est que quand on regarde la taxe sur le gaz, elle est inférieure à la taxe sur l'électricité. Donc, si vous voulez... Je croyais que l'électricité était indexée sur le gaz. Non, alors ça c'est le marché, ça. Ça, c'est autre chose. C'est le marché, c'est tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose. Voilà, c'est hyper compliqué parce que... et puis, il y a tellement de bullshit qui sont racontés par les uns et par les autres que... Alors, justement, mettons de la clarté là-dedans. Voilà, on va essayer. Donc, si vous voulez, pour sortir du problème des taxes, en gros, l'assise ELEC, alors, doit passer à 23 ou un truc comme ça, et le gaz est à 16. Bon, donc si vous voulez, c'est aberrant d'avoir une taxe sur le gaz inférieure à la taxe sur l'élec pour le même type de taxe. Hein, absolument. Et puis il y a une troisième aberration qui est d'avoir plus augmenté les tarifs, des doubles tarifs, donc heure creuse, heure pleine. Heure pleine, oui. Par rapport au tarif de base. Plus on sera en heure pleine, heure creuse, mieux on se portera au niveau de la gestion de la pointe d'hiver dont on parle régulièrement quand il fait froid. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, c'est logique sur le plan économique si on regarde les finances publiques et si on regarde ce qui s'est passé depuis quelques années. En termes de communication, c'est simplement... Alors justement, puisqu'on parle en termes de communication, nous allons citer l'auteur des communications et on va citer aussi la nouvelle porte-parole du gouvernement et on va commenter là-dessus avec vous, Jean-François Rault. D'abord, Bruno Le Maire, voici ce qu'il dit parce qu'il a lui pointé du doigt le principal coupable de la hausse d'électricité. Écoutez. Permettez-moi de rappeler au passage que si les prix de l'électricité ont flambé,
C'est parce que Vladimir Poutine, l'ami de Madame Le Pen, a attaqué l'Ukraine et a fait flamber les prix de l'électricité et du gaz. Ils en sont directement responsables. Permettez-moi de rappeler aussi que le Rassemblement national n'a pas voté le bouclier tarifaire sur l'électricité et sur le gaz. Alors quand j'entends sur votre plateau M. Bardella qui dit qu'il faut impérativement garder le bouclier tarifaire sur l'électricité, pourquoi son parti ne l'a-t-il pas soutenu et voté quand il fallait le faire ? Alors, ajoutons à cela, après, donc, une explication grammaticale ou sémantique de Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. Écoutez. On peut effectivement venir chicailler sur la sémantique. Je pense que les Français attendent, et vous l'avez très justement dit, des mesures concrètes pour leur quotidien. Et oui, nous avons besoin d'aller vers une énergie décarbonée, avec un mix énergétique assumé, avec le développement des énergies renouvelables et avec l'attractivité autour d'une capacité française, d'un savoir-faire français qui est le nucléaire. Nous avons voté 2 lois majeures sur ce sujet l'année dernière. Nous devons continuer aussi en européen. Alors, commençons par cela. Alors, Jean-François Aureau. Alors, est-ce que la crise d'électricité, la hausse des prix, soyons clairs, de l'électricité du gaz, est due à Poutine depuis février 2022 ? À Poutine, elle est due à une erreur colossale de l'Allemagne sous Merkel, qui était l'abandon du nucléaire et le choix du tout gaz russe. Les 2 pipelines Nord Stream, excusez-moi, merci. Nord Stream 1 et Nord Stream 2, on allait mettre en place en route Nord Stream 2. Bon, Nord Stream 1, il a sauté, il est naze. Donc, si vous voulez, l'erreur colossale à la base, c'est d'avoir, c'est l'Allemagne qui l'a faite, c'est le choix du tout gaz, pour remplacer le charbon. Bon, ça diminue les émissions de CO2 de moitié, mais si on avait gardé le nucléaire, on n'aurait pas eu ce problème et on aurait eu 0 émission de CO2. Donc le problème de fond, c'est le choix stratégique de l'Allemagne couvert par l'Europe, qui a choisi le gaz contre le nucléaire. Et l'Europe est profondément quand je dis l'Europe, la Commission européenne, il faut être précis, la Commission européenne est peu appétante au nucléaire. Bon. Ouais. Donc elle était d'accord pour faire un mix gaz, et tout le monde a raconté la fable, le gaz sera remplacé par l'hydrogène demain. Bon. C'est un autre sujet, ça reste quand même... On rase gratis pour le moment. Voilà. Bon. Donc si vous voulez, le problème de fond, il est là. Alors après... c'est vrai qu'on ne pouvait pas continuer à acheter du gaz à la Russie avec le conflit en Ukraine. On pouvait, mais on a choisi de ne pas le faire. Voilà, on pouvait, mais question politique, là. L'Europe a choisi et l'Allemagne a suivi, ce qui lui a posé d'énormes problèmes. Et du coup, on s'est retrouvé avec une montée des prix du gaz qui était colossale. Bon. Je le fais par séquence parce qu'il faut bien comprendre l'enchaînement. Le prix du gaz est monté, si vous voulez, aujourd'hui, il est redescendu, il est à 73, il est encore un peu, le prix de gros, il est encore un peu supérieur à ce qu'il y avait avant la crise. Il est monté à 342 € je vous laisse faire le calcul. 342 € par mégawattheure. On est à 73 € par mégawattheure aujourd'hui. Donc, si vous voulez, mais vous voyez bien que le discours sur le prix du gaz a augmenté, donc l'électricité a augmenté, etc. Le prix du gaz revient à 20 € près vers des niveaux qu'il avait avant la crise. Et d'ailleurs, Pouyanné l'a très bien expliqué dans une dernière interview. Moi, j'adore Pouyanné. Il a expliqué, face à la crise, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place des infrastructures. On manquait d'infrastructures d'import gazière. On a mis en place des infrastructures gazières. Et Total a quand même mouillé la chemise, excusez-moi l'expression. Et en gros, à partir du moment où on réimporte du gaz, à des prix normaux, le prix du gaz baisse. Bon, alors, et quel est le lien entre le prix du gaz et le prix de l'électricité ? Ça, c'est le mythe du prix de l'électricité indexé pour le gaz. Ouais. Alors, le prix de l'électricité indexé pour le gaz dans un pays comme la France, où vous avez 70%, 80% à une certaine époque de nucléaire et d'hydraulique, 80, en gros, entre 80 et 90%, c'est quand même... c'est dur à avaler, quoi. Enfin, en termes de coûts. Bon. Ouais. Ça, c'est lié à la mise en place du marché européen, si vous voulez, où en cas de tension, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, enfin je pourrais si vous voulez, en cas de tension sur le marché, par le mécanisme qu'on appelle des interconnexions, les prix s'égalisent sur le
plus mauvais mix énergétique, en gros. Alors, il se trouve que le mix énergétique était piloté en Allemagne, ça a été l'Allemagne, était piloté par le gaz. Donc on s'est aligné sur le gaz, sur le plus mauvais gaz. Plus mauvais, donc l'Allemagne, donc le gaz. Voilà. Mais contrairement à ce que beaucoup racontent, il n'y a pas de merit order européen. Ça n'existe pas. Alors on va en parler après, juste une petite pause, c'est quand même très important parce que l'image justement de l'électricité indexée sur le gaz, on va en parler, ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal, etc. Mais on va en reparler tout de suite. Et avec vous, au 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez 0826 300 300. Sud Radio, votre avis fait la différence. Les opinions sont diverses et variées, vous faites parler les auditeurs. De mon point de vue, la liberté d'expression est beaucoup plus fiable et authentique que sur Sud Radio, quoi. Sud Radio, parlons vrai. Mademoiselle. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours, et c'est très instructif, avec Jean-François Araud, ancien directeur général de l'Union française d'électricité et ancien, effectivement, membre du comité de la direction de Électricité de France, de EDF. Et dites-moi, Jean-François Araud, on le voit, et malheureusement très très souvent, presque quotidiennement, des entreprises qui mettent la clé sous la porte parce que leurs tarifs électriques ont augmenté 50-70% malgré le bouclier tarifaire, vous le disiez hors antenne, que vraiment ça explose. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Comment se décident les tarifs d'électricité qu'on paye, nous, chacun? Alors, le boulanger n'a plus de tarifs, puisqu'en 2015, on a supprimé les tarifs régulés pour ce qu'on appelle les professionnels. Bon. Or, entre un boulanger qui n'a quasiment aucun pouvoir de négociation, et puis un fabricant d'aluminium ou un aciériste ou un gros consommateur, Total est un gros consommateur par exemple, le pouvoir de négociation n'est pas du tout le même. Bien sûr. Donc les gars sont plutôt dans des tarifs de vente proposés par EDF ou la concurrence basés sur le marché. D'accord. Ça veut dire que effectivement toutes les petites entreprises, etc., qui ont vu leurs tarifs exploser, peuvent rien faire, quoi. Ils ne peuvent pas revenir à ce qu'on appelle le tarif régulé de vente. Bon. D'accord. Qui était censé protéger le consommateur. Bon. Donc, si vous voulez, le tarif régulé de vente, il faut en parler parce que c'est le prototype de la fausse concurrence qu'on a mis en place en électricité. Avant, les tarifs étaient du temps, je vais prendre l'histoire, du temps du monopole, du temps d'EDF, établissement public, industriel et commercial. Donc, je lis les deux monopole, parce que voilà, le monopole. Les tarifs étaient calculés sur les coûts. Donc, l'État contrôlait les coûts d'EDF, donc les tarifs. C'était une discussion. J'y ai participé plusieurs fois. Bon. Oui, on fixait les coûts, les tarifs. On avait quand même une base solide et sérieuse qui était les coûts de production. C'est ça. Des différents, le coût rendu chez le client du mégawattheure. Voilà. D'accord. Donc, alors avec des tarifs qui étaient extrêmement performants, on y reviendra après. Parce qu'ils étaient justement basés sur l'optimisation du couple. C'était la pensée de Boiteux qui est décédé il n'y a pas longtemps, 101 ans. Je salue sa mémoire, parce que c'est lui qui m'a formé. On était sur la base de coûts réels, constatés, clairs. Alors on pouvait discuter sur les coûts. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que la concurrence sur l'électricité a été adoptée au niveau européen. Quand? Le principe a été adapté au niveau des années 2000-2005. D'accord. Il y a différentes... Non, bien sûr, on ne va pas entrer en détail, mais c'est juste pour comprendre. Au début des années 2000, si vous voulez, on a basculé d'un système... Alors, on a basculé en 10 ans, progressivement d'un système de tarifs à un système de concurrence. À l'origine... si vous voulez, il faut se remettre en tête l'histoire. À l'origine, les électro-intensifs, donc les gros consommateurs, et en gros, vous avez en France 0,2 ou 3% du nombre de consommateurs qui consomment pas loin de 50% de la consommation. Donc ils ont un pouvoir colossal. Voilà, les gros.
Hein. Oui, 2% qui consomment 50%. Non, 0,2%. 0,2%. On a 37 millions de consommateurs. 0,2, c'est les gros industriels. C'est des gens qui ont un vrai pouvoir, si vous voulez. Moi, j'ai discuté avec eux pendant des années. Ils ont un vrai pouvoir. Puis c'est des professionnels. Hein, c'est pas des idiots. Hein. Donc ces gens-là avaient ce qu'on appelle des contrats de long terme. Vous avez entendu la petite musique. On revient au contrat de long terme. Et pas pour rien. Donc, avaient des contrats de long terme. Ils se sont dit, ces contrats de long terme sont trop chers. L'Europe, je caricature un peu, mais c'est l'essentiel. L'Europe est en surcapacité. C'était vrai qu'à l'époque, il y avait en Europe une surcapacité de production électrique. On va obtenir des prix plus bas. Non. Donc, ils ont prôné, après de Bruxelles, la mise en concurrence de l'électricité. Qui, pour les gros consommateurs, aurait pu être intéressant. Bon, évidemment, qu'ont fait les producteurs, ils ont réduit les surcapacités. Donc les prix ont pris l'ascenseur. Les prix ont pris l'ascenseur. En gros, on est monté pas loin de 100 € du mégawattheure, alors qu'on était largement inférieur autour de 50. On est monté de 50 à 100. Oui, de 30 à 50, parce que ça dépendait des contrats. Il y avait des contrats bien. Ça, c'est pour les gros consommateurs. Pour les gros consommateurs. Donc là, ils se sont aperçus qu'ils étaient... Quelle expression? Cocu, excusez-moi l'expression, mais elle est claire. Cocu battu, mais mécontent. Voilà. Bon, et c'est là qu'ils ont défendu cette théorie de la concurrence. Non, la concurrence, c'était avant. Ah, c'était avant, oui. Le nucléaire devenait un bien national. D'accord. Ah, on retrouvait le nucléaire. Là. Voilà, le nucléaire retrouvait tout son intérêt. C'était un bien national qui avait été financé à 100% par EDF, par de la dette remboursée, etc., avec la garantie de l'État, soyons clairs. Bon. Ce qui est quand même un gros avantage en termes de coût du capital. Bon, donc les gens sont revenus, ils sont revenus et ça a abouti après 15 étapes à l'ARENH et à la. Alors l'ARENH, c'est quoi? C'est 100 TWh de nucléaire à 42 €. Bon. Ouais. Mais il fallait construire des tarifs pour que les gens, les concurrents surtout sur le marché, pas sur les gros, sur le petit marché, etc., puissent contester EDF. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la base de l'ARENH, sur lequel l'ARENH, c'est la production de base, c'est le nucléaire. On a rajouté ce qu'on appelle la dentelle, c'est-à-dire tout ce qui sert à faire, en termes de puissance, à couvrir tout ce qui n'est pas couvert par le nucléaire en termes de production. Bon, je reviendrai tout à l'heure sur ça, c'est très important. Donc, les tarifs n'ont plus été calculés sur les coûts. Ils ont été calculés sur la base de la contestabilité des tarifs. Ah oui, c'est ça. Si vous voulez, on a décroché progressivement, en France, les tarifs des coûts réels d'EDF à travers ce double mécanisme de l'ARENH, qui est très compliqué et qui aboutit à... Non, bien sûr, mais attendez, juste pour comprendre. Alors, tarif sur les coûts, vous avez expliqué que pendant très longtemps, ça a été ça. Depuis 60. Et là, vous dites que avec la concurrence, etc., les tarifs ont été établis sur la contestation. Alors, l'idée claire en idéologie, en théorie de la concurrence, c'est que quand vous êtes nouvel entrant, vous devez pouvoir contester les tarifs de l'entreprise existante. Voilà. Ouais. Alors, surtout si elle est monopole. Comme Bruxelles déteste EDF parce que c'était un monopole, et que EDF s'est pas très bien comporté, il fallait qu'on puisse contester les tarifs d'EDF. Donc il fallait calculer les tarifs pour des gens qui s'approvisionnaient d'une part à l'ARENH, dont le prix était fixé par l'État, et d'autre part sur les marchés. Donc plus il y avait de temps... Alors, c'est très compliqué parce que il y a eu des contre-effets pervers, etc. Je rentre pas dans le détail. Bon, voilà, ça aboutit quand même. En gros, si vous voulez, c'est ce que disait Boiteux dans une interview célèbre, pour bénéficier des bienfaits de la concurrence, il faut payer plus cher. Voilà. Oui, ce qui est quand même assuré. Et alors, on va parler du fait que, justement, ça commence à exploser. Et pourquoi cette concurrence? Parce qu'il faut en parler. Juste après cette petite pause, on reprend. 0826 300 300, vous témoignez, vous nous appelez. Si vous aussi, votre facture d'électricité a augmenté, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les carottes sont cuites, mais à quel tarif électrique? C'est that is the question. Avec Jean-François Rowe. Alors, Jean-François Rowe, certains disent, on en a parlé, certains disent, oui, enfin, il y a eu quand même cette chose absolument dramatique qui a été la création de concurrents, donc qu'ils appellent, je dis une certaine partie des soi-disant ou vrais experts, de concurrents parasitaires, alors que l'EDF en tant que monopole marchait très bien. Et puis il y a eu la seconde question, évidemment, enfin est liée, c'est les attaques contre le nucléaire. À un moment donné, effectivement, le lobby écologiste, l'Europe, etc., ou en tout cas la Commission européenne, qui faisait qu'on a dit bon, le nucléaire, ça va. Fessenheim et compagnie. Alors, ce que je voudrais comprendre, c'est quel rôle aurait joué effectivement cette mise en concurrence et est-ce qu'il faut regretter le monopole d'EDF? Vous adressez à un ancien du monopole, donc quelque part, qui a participé à tout le tournant. Moi, je suis rentré à EDF en 73. Donc effectivement, j'avais une certaine fierté de ce qui se faisait si vous voulez lancer 50 tranches de nucléaire en moins de 15 ans et faire le transfert de consommation qui va avec pour que le nucléaire soit pas inutile, c'était quand même quelque chose. Bon. Alors, monopole ou pas monopole, en théorie, oui, le monopole était performant. Est-ce qu'on pourrait maintenir aujourd'hui un monopole performant ? Je ne suis pas sûr parce que la régulation par l'État était excellente, les équipes dirigeantes d'EDF étaient excellentes, et je me pose beaucoup de questions sur les deux composantes à l'heure actuelle, si vous voulez. Quand vous voyez depuis 10 ans les catastrophes qui se sont produites dans le domaine du nucléaire, Flamanville 3, on a beau dire que c'est les politiques, etc., il y a quand même une grosse part de responsabilité d'EDF interne, qui est lié à des changements d'équipe de direction, qui est lié à de la destruction de compétences pour rendre la mariée plus belle au moment de la mise en bourse. C'était par exemple la direction de l'équipement. La mise en bourse pour vous a été une mauvaise chose, une grosse bêtise, oui. Grosse bêtise. Une grosse bêtise parce que elle n'a rien apporté. Donc, si vous voulez, et en plus, on n'a pas eu le courage de renationaliser complètement. On a mis un capital à 100% étatique avec une entreprise qui est toujours une ESA. Bon. Donc, si vous voulez, moi, je crois aujourd'hui, j'étais partisan à un moment et je l'ai défendu, de la mise en concurrence dans le nucléaire. D'ailleurs, on en avait parlé avec quelques-uns à Proglio. On lui avait dit, mais vendez quelques centrales nucléaires, une dizaine, une quinzaine, enfin peu importe, mais qu'on ait une vraie concurrence et surtout deux interlocuteurs qui défendent le nucléaire au lieu d'un. Ce face-à-face mortifère entre EDF et les différentes composantes, ASN, etc., est dramatique. Donc, si vous voulez, il faut être nuancé. Mais ce qui est certain, c'est qu'une concurrence uniquement sur la commercialisation ne sert pas à grand-chose. Ouais. C'est du métier de trading. Vous gagnez 3 francs 6 sous sur le métier de trading. Bon. Elle ne sert pas à grand-chose. Ce qui serait très efficace, c'est une concurrence à la production. Et c'est bien le raisonnement de Pouyanné. Quand je l'ai écouté attentivement quand il est intervenu à Davos, je sais le mot, il est en train de constituer un pôle électricité solide en s'appuyant sur ses ENR. C'est le premier, c'est un des premiers mondiaux. Hein. Il faut pas voir comme un gazier pur. C'est un des premiers mondiaux et il est en train de constituer une concurrence sérieuse à la production. Bon, il a investi, il a récupéré de Direct Energy la centrale gaz de Bretagne, je sais plus où elle est. Bon, peu importe. Donc, si vous voulez, il a viré les équipes qui étaient purement trading et qui faisaient de la concurrence juridique. Hein, donc, c'est-à-dire qu'en gros, c'était on faisait de la concurrence à coup de droit de la concurrence. Bon, c'est pas l'essentiel. C'est pas économique. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, ma réponse est nuancée. Je pense que oui, le monopole a été une excellente chose dans les années 60, 70, 80, quand il fallait reconstruire. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on sache faire un monopole efficace. Et vous, Jean-François Rowe, vous pensiez que c'est bien d'avoir fermé Fessenheim, par exemple? C'est une connerie. C'est une centrale qui tournait bien, qui était. On l'a fait pour faire plaisir à Merkel. Ouais. Il faut pas raconter ça là. Non, pardon, j'oublie Merkel et Hulot. Non, c'était
gadget qu'il fallait pour attirer Hulot dans le gouvernement. On a vu ce que ça a donné. Oui. Bon, en fait, c'est très drôle. C'était politique électoraliste. Mais c'est purement politique. Ouais. Bon. S'il fallait fermer une centrale, c'était pas Fessenheim qu'il fallait fermer. Il y en a d'autres qui sont en plus de mauvais état que Fessenheim. C'est-à-dire qu'au fond, on voit d'ailleurs, ça a été le cas en Allemagne avec les Grunen et compagnie, conservateurs ou pas. Au fond, les décisions industrielles, les décisions importantes, les décisions se basent sur des réflexes politiques. Enfin, en tout cas, dans beaucoup de cas, dans celui de l'électricité, c'est évident. Ouais. Si vous voulez, le choix des ENR, le choix du pourcentage de ENR dans la production, dans le mix qu'on appelle le mix énergétique, en gros les centrales qui produisent l'électricité, pour la France, c'est aberrant. Vous avez une électricité complètement décarbonée, 95% avant, et puis on vous demande de faire des ENR. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'a pas prévu le transfert des fossiles vers les ENR. Les ENR ont cannibalisé le nucléaire avec différentes mesures techniques qui permettaient de faire ça. Ça n'a pas de sens. À qui le doit-on? On le doit à Borloo. Ah oui, d'accord. Bon, parce que Borloo, Grenelle de l'environnement, promesse aux écolos, etc. Il a fait le tour de l'Europe pour promouvoir le 3x20, c'est-à-dire dont 20% de NR. C'est inadapté à la France, si vous voulez. On est sur de l'idéologie, on n'est pas sur des faits industriels. Et aujourd'hui, ça nous coûte très cher, l'idéologie. On va peut-être prendre des auditeurs. Oui, puisqu'on a Jean-Marc qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour monsieur. Alors vous êtes un très bon communicant, monsieur, vous venez peut-être de Davos ou autre. Mais vous savez que nous, Français, chômeurs, retraités, salariés, chefs d'entreprise, nous voyons les faits, si vous voulez. Et aujourd'hui, qu'on nous explique que l'électricité est basée sur le gaz allemand ou européen, on peut nous expliquer aussi qu'il soit basé sur l'or des Incas au XVe siècle ou les spaghettis italiennes. Ça n'a aucun rapport avec le prix qui a pratiquement doublé en 4 ans. 70%, vous le savez, de l'électricité en France est fait par les centrales nucléaires qui sont amorties, qui ont un coût de revient très faible. Il y a à peu près 10 à 15% sur l'hydraulique et le reste en éolienne ou autre. Donc peu importe, alors ici aujourd'hui on le paye trop cher. Et on le paye trop cher parce que nos gouvernements sont incapables de gérer les entreprises. Et aujourd'hui, c'est le Français qui le paye, la mauvaise gestion. Or, ces gens-là seraient dans du privé, ça fait longtemps qu'ils auraient été virés. Voilà. Après, qu'on puisse pas, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites, d'ailleurs André vous a un peu repris, qu'on pouvait pas acheter le gaz à la Russie. Je vois pas pourquoi on pourrait pas acheter le gaz à la Russie. On achète le pétrole et le gaz à nos amis saoudiens et à nos amis du Qatar. Je pense pas que les Saoudiens et les Qataris, c'est pas l'abbé Pierre, ils naviguent dans des eaux qui sont très troubles, qu'on pourrait, ça serait une autre émission, si vous voulez, voilà. Par contre, on achète le gaz de schiste aux Américains. Là, on n'entend pas les écologistes. Donc le gaz de schiste, c'est quand même pas très bon pour la planète. Et en plus, il y a des tankers qui traversent l'Atlantique. Sans parler, Jean-Marc, du pétrole indien qu'on achète aussi. Oui, voilà, du pétrole indien qu'on achète des Russes, mais qu'on achète par l'Inde et qu'on achète quand même donc aux Russes. Ouais. Donc si vous voulez, monsieur, vous êtes un grand communicant et je respecte ce que vous dites. Il n'est pas communicant, il est vraiment un spécialiste. Il a été 20 ans à EDF et 20 ans, c'est pas un communicant, Jean-François. Vous dites, non, mais il n'y a pas de souci, mais vous dites des choses qui sont pointues. Bon, il faut suivre. Moi, je m'y connais là-dedans, donc je vous suis très bien. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, si vous voulez, c'est des faits. Et aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher. Donc, on peut nous expliquer. Vous nous avez expliqué. Non, mais bien sûr, Jean-Marc. En tout cas, non, mais votre argument, en tout cas, justement, c'est bien Jean-François aux réponses. C'est-à-dire que ce qu'il dit, après tout, il dit, attendez, nous, le résultat, on le voit dans non pas dans notre assiette, mais dans nos factures. Et selon quoi il a raison. Jean-François Roux. Non, je ne défends pas cette position que vous évoquez. J'explique ce qui se dit et souvent j'ai parlé de bullshit. Vous avez raison. Donc le problème de la France, il est double. Il est de retrouver des prix de l'électricité qui permettent à son industrie, à son activité, à tous les particuliers de vivre, à l'industrie de vivre et aux particuliers de se chauffer, etc., de s'éclairer à des coûts. Je dis bien à des coûts, on ne peut pas descendre en dessous des coûts corrects. Voilà, et ça, c'est primordial. Donc, si vous voulez... Et puis, deuxièmement, il ne faut pas oublier la solidarité. Pourquoi on ne l'a pas fait? Alors ça, c'est parce qu'on s'est enfermé. Parce qu'on s'est enfermé dans une logique avec Bruxelles,
si vous voulez, il y a eu deux influences majeures, je vous le disais tout à l'heure. La commission est anti-monopole, pro-concurrence. Vestager a toujours été une folle de la concurrence, anti-nucléaire en plus. Et deuxièmement, vous aviez conseillé autour de la commission beaucoup de traders qui ont trouvé un avantage dans ce marché, dans ce trading du marché. La concurrence pour trader. Voilà. Bon, donc, si vous voulez, je pense que tout le monde a compris que le marché actuel ne marchait pas. On pourrait remonter à la théorie, en plus, ça ne peut pas marcher. Enfin bref. Par contre, la solidarité européenne qui existait avant avec les imports-exports doit continuer. C'est pas le problème, mais c'est pas le marché qui a permis cette solidarité européenne. Donc, si vous voulez, il faut qu'on reconstruise les choses. Elle n'existe plus, cette solidarité, Jean-François. Si, elle existe, parce que quand on a été dans la mouise, excusez-moi, j'aurais bien employé un autre mot, mais on était à la radio, dans la mouise quand le nucléaire a fait défaut. Il a fait un gros défaut. On est tombé à une production nucléaire annuelle complètement basse, très basse. L'Allemagne, les pays européens, on a importé massivement. Donc, si vous voulez, c'est bien l'Europe qui a permis à la France de s'en sortir. Heureusement, l'hiver était pas trop, etc., dur, etc. Ouais. Bon. Mais donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut reconstruire. Alors, l'auditeur a tout à fait raison. Il faut qu'on arrive à reconstruire quelque chose qui permette aux Français de bénéficier de l'avantage compétitif du parc électrique français. Et il n'est pas uniquement nucléaire. Et qui n'est pas négligeable, absolument. Voilà. On remercie Jean-Marc et on marque une courte pause. On sera avec Serge dans un instant qui nous appelle depuis Lyon. À tout de suite. Serge, on vous attend sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Jean-François Roux, ancien directeur général de l'Union française de l'électricité, et on accueille Serge qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Roux. J'ai deux petites questions. La première, donc vous avez dit que le bouclier tarifaire a permis que finalement le contribuable français finançait le consommateur d'énergie. Est-ce que ça s'applique uniquement aux individus ou bien ça s'applique aussi aux usines? C'est-à-dire que les usines aussi ont bénéficié de ce bouclier tarifaire qui finalement a été financé par le contribuable. Ça s'applique aux deux, oui. Ça s'applique aux deux, oui. Donc, dans le cas d'usines, comme vous avez cité, 0,2% qui consomment 50%, ça ressemble un peu au fait que 100 entreprises dans le monde sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. C'est une sorte de scandale. Donc, nous finançons, comme vous dites, dans le secteur, par exemple, de l'aluminium, des entreprises qui, de ce que j'ai compris, c'est des entreprises qui vont avoir des usines. Une seule usine peut consommer de l'énergie de la taille de 10 à 20 fois la taille de la ville de Lyon. Ces entreprises peuvent ne pas être françaises, mais implantées sur le sol français et travailler pour des projets à l'étranger aussi. Donc nous finançons une industrie non française pour des produits qui ne seront pas destinés à la France aussi. Jean-François Roux. Il y a plusieurs questions dans votre poupée russe là. Oui, ça concerne les industriels. Alors je vais répondre indirectement. Oui, le prix de l'électricité est fondamental pour réindustrialiser la France. Bon. Donc si vous voulez, et réindustrialiser de manière, si possible, décarbonée. Or l'aluminium, il n'y a pas de carbone derrière. Hein. Donc, si vous voulez, ça crée des emplois, ça crée de l'activité, ça crée des revenus. Donc, je pense que la clé, c'est très clairement d'attirer des entreprises étrangères en France, qu'elles soient implantées sur le sol français à capital étranger ou purement françaises. Donc, elles sont plus étrangères. Et deuxièmement, c'est aussi de veiller à ce que les entreprises carbonées, c'est-à-dire les entreprises qui utilisent des énergies fossiles,
par exemple du gaz, passe à l'électricité chaque fois que c'est possible. Tous les process ne sont pas remplaçables par l'électricité. C'est ce qu'on a fait dans les années 70-80 quand on a développé le parc nucléaire. Moi, mon premier job, ça a été un de mes premiers jobs, ça a été de faire passer des gens du fuel à l'électricité. Donc, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez. Je pense que la réindustrialisation est clé, que l'électricité décarbonée permet de la faire de manière climatiquement responsable. L'électricité décarbonée, c'est le nucléaire. C'est le nucléaire plus l'hydraulique plus les ENR. Les ENR. Il faut pas. Voilà. Bon, alors ça, les ENR posent d'autres problèmes, mais on a un mix décarboné à 95-96%. On est les seuls en Europe à avoir ça. Et on a un prix de l'électricité qui est beaucoup moins cher que celui de l'Allemagne. Un client français paye 200 € le mégawattheure. Alors là, je suis sur le mégawattheure, sur l'électricité, de 340 en Allemagne. Donc vous voyez la différence. Alors après, les comparaisons industrielles sont plus compliquées parce que vous avez des avantages. Voilà, l'Allemagne ne fait pas payer son transport aux électro-intensifs, par exemple. Bon. Merci Serge pour votre question. On accueille Pépito qui nous appelle depuis Brive. Bonjour. Pépito. Oui, bonjour Pépito. Oui, bonjour. Ah, j'adore Sud Radio. Bon, je vais faire court parce que là, il y a des auditeurs qui se poussent à la porte. Ma question, c'est que pensez-vous de nos écolos de pacotille qui ne se révoltent pas contre les centrales à charbon en Allemagne parce qu'on suit le modèle allemand. Et le côté positif, c'est qu'en France, on a refusé l'exploitation du gaz du schiste au lieu des dampes phréatiques. Voilà, c'est ma question. Oui. Alors, effectivement, le gaz de schiste, comme disait notre auditeur précédent, on l'achète très cher aux États-Unis. Mais enfin, c'est encore une aberration politique intéressante. Mais revenons à votre question. Alors, effectivement, Jean-François Roux, à propos des centrales à charbon, d'ailleurs, nous avons réouvert Saint-Arnold, nous. Oui, mais bon, nos centrales à charbon fonctionnent en pointe quelques heures par an. Donc, si vous voulez, c'est de la sécurité pas chère. Bon, ça n'a rien à voir avec les... En Allemagne, en Allemagne, elles produisent en base. Hein. Ouais, quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, elles produisent en base s'il n'y a plus de nucléaire. Donc, si vous voulez... Mais alors, vous avez travaillé, vous avez eu contact, juste un mot, vous avez contact avec des interlocuteurs allemands quand vous étiez à EDF, etc. J'ai même fait des études en commun avec les Allemands sur le marché, oui. Alors, expliquez-nous, est-ce que c'est vraiment uniquement le poids des verres qui ont fait que, en grande pompe, l'Allemagne a enterré ses dernières centrales nucléaires en disant, ça y est, on n'en a plus du tout? C'est le poids des verres. C'est vraiment le poids des verres, ouais. C'est le poids des verts dans la coalition, dans le mécanisme politique allemand. Oui, où il faut construire des coalitions parce que c'est la proportionnelle, parce que aucune majorité claire ne sort des urnes et que dans la coalition. Oui, parce que faut faire la politique. Hein. Bah oui, voilà. Bon, donc si vous voulez, en France, les résultats obtenus par les Verts sont sans commune mesure avec leur poids politique. Il faut être clair. Et c'est des Verts, monsieur a dit de pacotille, il a raison. C'est des Verts qui sont avant tout anti-nucléaires et pas du tout pro-climat. Donc, si vous voulez, il faut pas raconter de bêtises. Si vous êtes... Alors après, vous pouvez rêver d'un mix électrique à l'horizon 2000, je sais pas combien, mais aujourd'hui, vous ne faites pas... La France a une des meilleures performances. Non, les pays du Nord, quand ils ont de l'eau et du nucléaire, sont meilleurs. Mais la France a une performance écologique pour l'électricité exceptionnelle. Donc, si vous voulez, je reprends le mot, c'est des Verts de pacotille, c'est des Verts idéologiques. C'est de l'idéologie, c'est pas de la science. Ouais, c'est intéressant. Merci Pépito. On a Olivier depuis Beaucaire. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bonjour André. Je suis content de vous avoir. Je pensais, la première fois que vous écoutez, vous allez disparaître. Mais apparemment, on a le droit de parler sur Sud Radio. Ben très bien. Vous voyez. C'est très, très bien. Absolument. Voilà. Absolument. Moi, je me pose une question. Oui. Si l'installation des compteurs Linky, qui a coûté plusieurs milliards, gratuitement... Linky, le compteur Linky. Voilà. Oui. C'était gratuit. Je me demande si on n'est pas en train de le payer maintenant, avec ces 10% d'augmentation. Alors, oui, Jean-François Roux, le compteur Linky. Non, les tarifs réseau sont parmi les plus faibles d'Europe. Alors, on peut critiquer Linky sur son côté un peu, je vais dire rustique par rapport à
une vraie box qui pourrait piloter, etc. Mais non, je pense pas. Les 10%, c'est vraiment des histoires de taxes de l'État. C'est pas sur les coûts réseau, c'est sur l'énergie. Non, ça y a les frontières sont étanches là. En fait, si je comprends bien. Oui, allez-y, Olivier, rapide. J'ai par expérience, j'ai 66 ans, donc j'écoute, j'annonce. C'est un peu le système de Raymond Barre, c'est-à-dire on annonce à l'avance qu'on va augmenter beaucoup, et puis finalement, moi j'ai dit à mon épouse il y a un mois, j'ai dit mais ils montrent pas 10%, ils montreront moins. Elle me dit mais pourquoi ils disent 10 ? Mais comme ça, quand on met que 8, et les gens ils sont contents. Hein. Oui, 8,9. Merci Olivier. Jean-François Roux, juste... on arrive en fin d'émission, mais on reprendra tout cela. Il y a tellement de choses à dire avec vous. Au fond, dites-moi, il ne faudrait pas supprimer les politiques de toute direction d'entreprise au niveau EDF et compagnie? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les politiques, je veux dire, que les préoccupations politiques, vous allez me dire, je rêve et je suis utopiste, soient moins importantes que les préoccupations collectives, l'intérêt des gens, et puis oui, une concurrence, mais une concurrence qui tient compte des intérêts des gens. Est-ce que c'est possible ? Je pense, alors, vous parlez à un ancien qui a discuté pendant des années avec l'État. J'avais en face de moi des interlocuteurs hyper compétents. Bon. Donc, si vous voulez, quand j'avais le patron de la DGEC, de la Direction de l'énergie et du climat, devant moi, j'avais un interlocuteur hyper compétent qui donnait des directives aux hommes politiques compétents. Ils peuvent pas tout connaître, les politiques. Et là, visiblement, ils sont conseillés par des gars qui, dans un certain nombre de cas, n'y connaissent rien. C'est ça. Tout le problème est là. Et ils écoutent des gens qui n'y connaissent rien, et c'est un peu embêtant. Merci Jean-François Roux d'avoir été avec nous. Vous êtes ancien directeur général de l'Union française de l'électricité. Demain, André Berco, vous serez là, comme tous les jours, de midi à 14h, et on recevra Romain Molina pour un livre très intéressant sur le Yémen. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Historique, culturelle, gastronomique, dynamique, innovante, étudiante, économique, cosmopolite, créative. Dès le 29 janvier, Sud Radio Parlons Vrai arrive à Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai.